Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Vice Versa. Vous êtes sur IFA Télévision, merci de nous préférer. Et pour ce numéro, nous parlerons en premier de la conférence de presse du président français Emmanuel Macron. Puis nous reviendrons en Afrique pour discuter autour du voyage du Premier ministre nigérien à Moscou. Pourquoi cette sortie? On va y revenir tout à l'heure. Et pendant ce temps, les appels à manifestation se poursuivent en RDC alors que le chef de l'État Félix Tshisekedi prêtera serment demain. Et au Bénin, nous discuterons autour de la rencontre UPR-BR, les deux parties de la mouvance. Pourquoi une telle rencontre et à quelle fin? Maintenez vos positions pour mieux comprendre davantage tout à l'heure. Et l'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qu'on ne saurait donc occulter, est bel et bien la déclaration de la députée Viviane Orutama qui diffère des révélations à la suite de la rencontre des femmes parlementaires. Et si le temps nous le permettait, nous allons également donc toiletter d'autres sujets sur lesquels nous allons revenir. En studio avec moi, mes fidèles débatteurs qui sont déjà là avec moi. Delphine Gagana. Delphine, bonjour. Bonjour Monsieur Abalo, bonjour à toutes et à tous. À côté de vous, j'ai parfait Eman Adembossou. Eman, bonjour. Bonjour Axel et bonjour à tout le plateau. Et puis en face de vous, j'ai Colessiane. Colès, bonjour. Bonjour Axel, bonjour chers débatteurs. La chronique et la distribution des cartons viendront donc boucler cette émission. Mais tout de suite, nous allons à la régie et nous revenons. C'est Newsroom et c'est parti donc pour 35 minutes de débat. Je vais commencer par vous, Emmanuel Parfait Aniabossou. Le chef de l'État français Emmanuel Macron était en conférence de presse. Beaucoup de sujets ont été abordés. Oui, Macron face à la presse française pour parler des affaires qui touchent à la France. C'est 2h20 de débat, d'échange entre Macron et la presse française. Il n'a pas eu besoin d'appeler d'autres presse pour parler de ce qui concerne la France. Oui, éducation, santé, sécurité. Vous savez, la France aujourd'hui est confrontée à une vaste histoire de drogue. Il n'y a pas une seule contrée de la France aujourd'hui où la drogue ne circule. Donc je pense que face à ce contexte-là, un contexte d'abord fait de cette situation un peu sécuritaire aiguë et face également après ce remaniement ministériel qui porte désormais à Tal, le Premier ministre de France, en attendant même qu'il fasse connaître sa politique générale d'ici la fin de ce mois. Je pense qu'il était de bon temps que Macron fasse cette sortie-là pour expliquer aux Français quelle est la nouvelle donne et quelle est ce qu'il compte imprimer en termes de nouvelles roues à la France pour que la France puisse continuer d'être cette France-là qu'il veut plus juste et plus forte. Je pense qu'en gros, Macron fait bien de nous donner de se donner cet exercice-là parce que justement, il fallait quand même qu'on essaye de le lire et de le comprendre entre les lignes. Voilà. Voilà. Alors, Colessiane. Oui, dans le fond, il a abordé quelques sujets qui ont moi particulièrement retenu mon attention. Quand il parle en gros de réarmer la France, il veut réarmer la France en réformant son éducation. D'ailleurs, il a annoncé lui-même quelques mesures déjà dans ce sens, comme la possibilité du retour à l'uniforme dans l'école en France. Il a parlé d'un sujet encore plus curieux, celui de la fertilité. Emmanuel Macron, qui a quelque temps en Afrique, faisait observer que ce serait difficile pour nous d'avoir le développement quand on a un fort taux de natalité. Devant ses compatriotes, il évoque plutôt la question de la natalité avec beaucoup de peur. Il se fait qu'en France, aujourd'hui, on n'accouche pas assez. Est-ce que c'est une raison pour ne pas accoucher comme on le fait en Afrique? Bon, voilà, on ne va pas tirer des conclusions tout de suite. On va attendre, comme Emmanuel disait, le discours de politique générale le 30 janvier prochain pour savoir exactement ce qu'il met dans le discours sur la natalité en France. Et après, il y a cette ambition, une fois encore, de réformer le monde du travail. Je vois là une façon pour quelqu'un qui est en fin de mandat peut-être de s'inscrire dans l'histoire. J'espère en tout cas que c'est cela. Emmanuel Macron, rappelons-le, il finit son second mandat en 2027. Et qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Peut-être que c'est maintenant qu'il a commencé à se poser la question. Alors, Delphine Gagana, on demande autre chose à l'Afrique, mais chez eux là-bas, on fait également autre chose. On demande autre chose à l'Afrique. Qui est ce qui demande autre chose à l'Afrique et qui est ce qui fait autre chose? Je n'en sais rien, mais je sais une seule chose, que chaque pays a sa spécificité parce que, qu'ils vous souviennent que fin décembre, début janvier, le président de la République avait rencontré aussi la presse, mais la presse nationale. Il y avait deux journalistes, je crois, deux journalistes
rien que des journalistes nationaux. Mais il y a une autre rencontre, je crois, hier ou avant-hier, et que ce sont des jeunes journalistes certainement de la presse internationale, parce que là, on veut parler à l'international. Ça veut dire ça dépend de Mais ce que c'était vous pas avez sur les à dire. mêmes sujets quand même. Non, c'est ça, je dis ça dépend de ce que vous voulez dire. Parce que si vous voulez parler à l'international, vous ne pourrez que travailler avec ceux qui représentent l'international chez vous, histoire de porter votre voix. Mais si vous voulez parler chez vous, vous allez faire avec des gens qui sont chez vous. Donc, si c'est de ça que vous voulez parler, j'évacue ça comme ça. Parenthèse close. Mais pour dire ce que Macron a fait, Macron l'a fait en commandeur. Macron l'a fait en tant que chef d'État. Parce que n'oubliez pas qu'en France, il est le chef de l'État, mais il y a un chef du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui se trouve être le chef du gouvernement. Donc il a montré au peuple français qu'il est le président de la République. Et il donne des ordres, il demande, il présente ce que lui veut à ceux à qui il commande pour que cela soit exécuté. Parce que vous allez voir, il n'a pas laissé le temps au Premier ministre d'annoncer les choses pour que cela soit que c'est le Premier ministre qui l'a annoncé. Il a avancé même des choses et il dit il souhaite que cela soit fait parce que c'est vrai que ça peut changer. Ou il se dit, bon, il ne faut pas que je le dise pour qu'on dise que c'est du copier-coller. Alors, je donne des ordres donc, que vous aurez à exécuter parce que j'écoute mon peuple, je représente mon peuple. Vous êtes des gens que j'ai choisis, que vous travaillez avec moi. Vous faites cette votre volonté, mais vous faites d'abord mes orientations et l'écoute du peuple. Donc, l'attente des Français, c'est le président français qui porte. Et ce que le président français a fait, c'est parce qu'il veut parler aux Français. Si c'est sur un sujet international, un autre sujet, c'est sûr qu'il allait inviter quand même des journalistes, c'est pas des journalistes africains, parce que bon, n'oubliez pas que quelqu'un a dit... Il n'y a pas de journalistes en Afrique. Non, ce n'est pas ça. De quoi s'agit-il? Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je veux caricaturer, mais je n'ai pas envie de dire ce que l'on dit en tout cas. Vous faites tellement rire à Eman que j'ai bien envie de lui laisser la parole. Non, je pense en fait, Delphin a oublié de nous dire que la France n'est pas un pays en développement, n'est pas un pays en voie de développement. Voilà. Et donc c'est normal que la France ne fasse pas appel aux journalistes africains pour venir connaître l'histoire de la France. Parce que la France ne veut Et puis le second point de la question, c'est qu'il s'agit d'une conférence de presse. Donc c'est parce que les journalistes français ont cru devoir interroger leur chef d'État sur des préoccupations qui touchent un peu à la vie de la France qu'on a eu ces questions. Donc pour le moment, je pense que oui. Ce qui retient mon attention dans tout ça, c'est des éléments sur lesquels Colis est déjà passé. L'histoire de natalité. Aujourd'hui, on veut passer de congé parental à congé de naissance, 6 mois, pour donner plus valoriser, pour donner plus d'éléments aux Français pour mieux les inciter à procréer. Je pense qu'en faisant ainsi, c'est-à-dire quoi, la France nous donne aujourd'hui de réfléchir un peu, pour ne pas faire comme eux, comme ils l'ont fait il y a 10, 15, 20 ans, pour qu'après 20 ans, nous aussi, on en revienne aujourd'hui à mettre en œuvre ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que quoi, quand on veut faire comme les autres, au stade où ils sont aujourd'hui, alors qu'ils ont pris de la graine de ce qu'ils ont fait comme politique, qui n'a pas marché, nous on va dans cette politique-là, quitte à ce que d'ici 15-20 ans, on se dise, ah, pourquoi on ne procrée plus? Il faut aujourd'hui faire en sorte que les gens, je pense qu'il vaut mieux, comme l'a dit Delphin, rester fidèle à nos orientations. Axel, je ne veux pas laisser passer ça. J'ai envie de poser une question à Emmanuel Macron a lui-même fait le choix de ne pas faire d'enfants. Ça, c'est connu. Il est un premier ministre de son gouvernement. Ça, c'est connu. Comment des personnes de cette qualité vont réussir à convaincre des Français qu'eux, ils doivent faire des enfants? En fait, c'était une boutade pratiquement. Je pense que oui. Déjà... ça fait vouloir d'une chose et en même temps son contraire. Non, on ne peut pas non, c'est de constater les choses. Macron aujourd'hui constate que la France a des soucis dans ce volet-là. Et qu'il a à titre personnel un peu... Voilà. un peu... Parce que justement, il a envie quand même que la France continue d'exister et que la France puisse compter sur sur des enfants français. Parce que justement, mais il ne contribue pas à titre personnel à cette démographie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment vouloir convaincre des Français qu'il faut relancer la démographie française sans être capable de dire aux Français, dans ce sens, je veux montrer l'exemple en faisant 2 triplets et 4. Bon, en fait, c'est une boutade. C'est un peu comme on dit, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je... non, c'était une taquinerie, après c'est un choix. Et puis non, c'est pas bien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Oui, donc c'est un peu ça. Donc lui, il peut ne pas le faire, mais bon, il demande aux autres de le faire. Mais si tout le monde dit la même chose, dit je ne le ferai pas, c'est que sa politique
de démographie ne donnera absolument rien. rien. Les éléments essentiels, je pense que oui. Il dit qu'il faut que désormais qu'on apprenne la Marseillaise aux enfants depuis déjà au primaire. Je pense que c'est des éléments essentiels parce que la France aujourd'hui est un peu comme, est un peu comme dépourvue de ce sens patriotique. Où aujourd'hui des gens sont en France mais vivent comme si, voilà, ils préfèrent que la France capitule en fait. Et donc il dit également qu'il faut lutter contre les incivilités, relancer la natalité, on est déjà revenu là-dessus. Maintenant il dit qu'il faut faire en sorte que il faut gagner sa vie par le travail. Ça veut dire que désormais, je pense que c'est des éléments essentiels sur lesquels Macron est revenu et qui aujourd'hui feront que justement des Français vont se sentir un peu plus embarqués dans cette politique-là que Macron veut mettre en marche. Pour ma part, honnêtement, on attend ce qui va se passer avec le discours politique général de Attal. Oui. Et après, les Français pourront tirer, même si en temps, il y a déjà des railleries, il y a déjà des critiques de la part de l'opposition, comme d'autres acteurs politiques, qui pensent que Macron, comme l'a dit Collins, devrait prêcher par l'exemple lui-même. Alors, donc voilà, on attend de voir. Mais en réalité, nous vivons pratiquement les mêmes choses. Hein. Les problèmes sont mondiaux, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, nous sommes actuellement dans une société beaucoup plus individualisée, beaucoup plus personnalisée, de sorte que le patriotisme manque totalement et que même la solidarité se trouve totalement absente. Parce que quoi, regardez, lui parle d'apprendre la Marseillaise aux enfants. Du premier déjà. Mais au Bénin, avant la démocratie, quand on monte le drapeau, c'est que c'est le respect total. C'est un instant sacré, tout le monde devait s'arrêter. Tout le monde respecte ça. De sorte que même si vous étiez à moto ou à voiture et que vous constatez que c'est la montée des couleurs, vous garez, vous arrêtez. Mais aujourd'hui, qui va même encore au drapeau si ce n'est pas parfois, on dit le ministre organise drapeau et puis on va au drapeau. Même vous aussi au volant, vous ne ralentissez plus, vous continuez votre chemin. Mais c'est pour dire que c'est pour ça que je dis nous sommes dans une société individualisée. Le forum. Le patriotisme et que le sens du patriotisme a totalement... L'autre chose, ça a disparu. Les problèmes, que cela soit en France, aux États-Unis ou en Afrique, c'est pratiquement la même chose. Hein. Le panier de la ménagère, tout le monde va vous dire la même chose. La célérité de la vie, tout le monde va vous dire la même chose. Parce que si vous écoutez les Français, c'est la même chose. C'est comme si nous on se dit, on dit que nous on est pauvres et que ce sont eux qui sont mieux. Mais parmi les riches, il y a encore des pauvres parmi les riches. Non, mais en fait, ce qu'il faut éviter dans ce débat, c'est de vouloir faire comme la France ou de vouloir faire comme certaines puissances en disant on limite les naissances. Quitte à ce que dans 10-15 ans, qu'on constate que attention, ça ne va pas, maintenant il faut procréer. Je pense qu'il vaut mieux laisser... Moi, j'ai fait ce débat avec des amis. Je dis, est-ce que vous savez que dans une famille, il y a ce qu'on appelle le réglage naturel. Vous êtes 3 enfants, il y en a un qui veut faire 2 enfants, l'autre qui n'en fera pas du tout, et l'autre qui peut-être en fera 4. Je pense que déjà, il faut laisser les choses se réguler naturellement. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher à imposer? Aujourd'hui, la France regrette d'avoir imposé ou d'avoir mis en œuvre une politique de restriction des naissances et tout. Aujourd'hui, la France dit, bon, ok, on vous accorde, on veut même vous accorder des facilités de pouvoir rester à la maison 6 mois. Il reste à savoir si ça portera ses fruits. Mais c'est clair, alors, un mot rapidement pour qu'on passe à autre chose. Un dernier mot pour dire que voilà, c'est quand même, je ne sais pas s'il faut dire satisfaisant de constater que voilà, sur le plan politique, on est peut-être au même niveau de développement parce qu'en France, après le discours du chef de l'État Emmanuel Macron, les opposants en France ont eu la réaction qu'on pouvait attendre des opposants en Afrique. Ils ont passé leur temps, on ne sait pas s'ils ont suivi le discours, mais à l'unisson, ils disaient Macron n'a rien dit, Macron a parlé pour ne rien dire, Macron se parlait à lui-même, le même son de cloche et on se dit, bon, finalement, l'opposition, la mouvance, c'est la même chose un peu partout. Je ne sais pas si c'est un objet de satisfaction. Une parenthèse, oui. mais ce qu'on ne leur demande jamais, c'est que les journalistes ne leur demandent jamais, mais qu'est-ce qu'il fallait vraiment dire, on ne leur demande jamais, mais même si on leur demande ce qu'il fallait vraiment dire, ils ne vous diront jamais ce qu'il faut vraiment dire. Donc c'est vraiment le même système, un peu. Vous avez dit, c'est pareil. Mais une parenthèse sur l'affaire de la natalité et de la démographie. Vous savez, c'est un sujet beaucoup plus profond et qu'il ne peut pas ne pas avoir de diversion sur ça. Avant, Cotonou n'était pas si peuplé. Avant Cotonou, il y avait des endroits où on fait la culture du maïs et qu'on mange. Agra n'était pas aussi peuplé. Mais c'est parce que nous en 1960,
notre superficie Vous qui remontez était dans l'histoire. en 1960, notre superficie qui était de 114 km, 114 1600, 112 600 km², voilà. n'a pas changé. Au contraire, ça a diminué. Mais notre densité ou notre population qui était de 2 millions en 1960, aujourd'hui est passée à 13 millions. Regardez la densité. Ça veut dire que quoi? Que si avant, la superficie n'a pas diminué, mais nous étions à 2 millions, c'est cette même superficie, et nous sommes à 13 millions. Regardez l'espace que nous occupons. L'infrastructure, parce que chaque pays se développe, donc il y a les infrastructures, il y a les routes, il y a tout et tout, et nous construisons. Donc du coup, l'espace cultivable diminue. Donc, la démographie, la perte de démographie, oui, on peut travailler à diminuer un peu, et puis augmenter, parce que sinon on risque à un moment donné de ne plus trouver de terres cultivables. Donc, du coup, merci. C'est un sujet profond et qu'avec le temps, on trouvera quand même une meilleure solution. Merci à chacun de vous. Nous allons à présent revenir en Afrique. Nous allons parler donc des sujets africains qui sont programmés pour aujourd'hui. Nous allons parler donc de la sortie du Premier ministre du Niger qui était à Moscou. Pourquoi donc cette sortie? Je veux commencer par vous, Colès. Ben pourquoi cette sortie? Parce que très simplement, le monde est redevenu bipolaire. Le monde est redevenu d'un côté la grande Amérique avec ses alliés et de l'autre côté la grande Russie avec ses alliés qui font ce qu'on appelait dans le temps la guerre froide, qui consiste à aller sur un continent comme l'Afrique et s'opposer par des alliés interposés. Donc aujourd'hui, on a un précaré russe qui est en train de se former très concrètement en Afrique. Quand je parle de précaré, il est constitué, on le sait, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, Conakry et dernièrement du Niger. Voilà l'ossature de ce qu'on peut considérer comme le précaré russe en Afrique qui, à travers voilà, cet élargissement, montre qu'un pas se fait en avant. On aurait souhaité pour le précaré américain que ce soit plutôt le sens inverse. On aurait souhaité, quand on regarde ce qui se passe au Burkina, aujourd'hui encore avec les tentatives de coup d'État échouées, que finalement, voilà, les présidents de fait qui ont pris le pouvoir par les armes montrent à la longue leur limite à exercer le pouvoir. Et donc peut-être que des pays comme le Niger soient un peu moins tentés à regarder vers la Russie. Que la tendance se confirme, braque un peu plus le regard sur un continent qui sera un continent d'enjeux. On parlait, c'est pour faire le parallèle tout à l'heure de natalité. Ce n'est pas superflu de rappeler que la démographie sera demain l'un des sujets majeurs de la planète parce que l'Afrique va passer à près de 2 milliards d'habitants et c'est une jeunesse avec laquelle soit il faut compter et avec laquelle une jeunesse que personne ne veut avoir à dos. La Russie fait... Je ne veux pas dire fait bien, je ne suis pas l'avocat de la Russie, mais la Russie fait ce qui semble être dans ses intérêts, de marquer sa présence de façon encore plus formelle sur un continent qui, ma foi, est un continent d'avenir, pour faire bref. Alors, Delphin? Oui, aujourd'hui, la Russie paraît comme un gros bras du quartier qui protège les gens qui ont des difficultés avec leurs anciens partenaires. Parce que si vous étiez avec je vais dire dealer, si ça ne dérange pas, je vais dire si vous étiez avec un autre dealer et que vous le quittez, c'est que vous êtes menacé. Donc, du coup, si vous ne trouvez pas une autre protection beaucoup plus forte qui peut faire face à l'ancien partenaire, c'est que vous serez broyé, vous aurez des difficultés. Donc, j'ai l'impression que bon, c'est une couverture. Un genre parapluie et puis les gens vont... Parce que, regardez, Mali, quand on a fini, c'est la Russie. Burkina Faso, quand on a fini, c'est la Russie. Niger, quand on a fini, c'est la Russie. Donc, c'est la Russie. Et bien, ceux-là étaient avec qui avant? Étaient avec, comme Colès l'a dit, les États-Unis et puis les alliés, mais beaucoup plus la France. Parce que les États-Unis, malgré tout ce que l'on dit, les États-Unis sont restés au Niger parce que ils ne sont pas totalement partis du Niger. Parce qu'ils savent que bon, il faut qu'ils restent aussi pour faire face aux gros bras qui protègent les autres. Parce que s'ils partent tous, c'est comme si on laisse totalement le champ libre aux gros bras. Donc du coup, il sera totalement à l'aise. Donc le Premier ministre nigérien se trouve aujourd'hui en tête à tête avec les autorités russes. Oui, c'est de bonnes guerres. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la protection. Parce que qu'est-ce que le peuple veut? La paix et le pain. Voilà, donc du coup, que cela ne soit pas voilà, que cela ne soit pas encore un marché de dupes, que cela ne soit pas encore une autre
colonisation, que ça ne soit pas que oui, que je suis parti de mon ancien mari, je me suis retrouvé avec un nouveau, mais qui me maltraite plus que l'ancien, que ce ne soit pas ça. Que cela soit que je suis allé chercher quand même quelqu'un avec qui je peux discuter sérieusement. Vous avez une belle manière de caricaturer un peu les faits. C'est ma manière de alors, dire les Eman, choses. vous étiez en train de sourire un peu quand il parlait de gros bras. Oui, gros bras, parce qu'effectivement, il fait bien de choisir cette caricature-là, parce que, vous savez, c'est vrai, le monde aujourd'hui, on assiste à comme l'a dit Collins, à une bipolarisation du monde. Mais bipolarisation dans le sens de la sécurité, dans le sens de qui va protéger qui. Parce que de la confiance qu'on a, parce que justement, si aujourd'hui on doit parler de puissance économique, les Africains savent vers qui il faut aller. La Chine aujourd'hui est en train de se positionner aujourd'hui dans la puissance économique. Donc, si c'était au plan économique qu'ils étaient menacés, la plupart essaient d'aller là-bas pour... D'ailleurs, il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui est en pleine tournée actuellement en Afrique. Mais les Africains savent vers qui il faut aller quand il s'agit d'avoir cet appui militaire. Et donc, c'est la Russie, parce qu'ils savent déjà que la Russie, étant déjà opposée aux Européens et aux États-Unis, aux Américains, sur un certain nombre de sujets, ils se disent qu'il vaut mieux aller vers la Russie pour avoir un peu cette protection-là. Oui, le Niger aujourd'hui a compris, comme d'autres pays de la sous-région, qu'il faut chercher d'autres alliés. Des alliés sûrs, parce que le Niger, on ne comprend pas que ce soit un pays qui dispose d'assez de ressources dans son sous-sol, mais qui se retrouve être le pays le plus pauvre de l'Afrique en termes de produit intérieur brut ou en termes de revenus par habitant. C'est quand même, je dis, c'est un paradoxe, c'est un crime en fait. C'est un crime de constater que nous avons des pays qui ont des ressources minières de ce niveau-là, de cette ampleur-là, et qui croupissent dans la misère. Oui, pour que le Niger cherche le soutien de la Russie. Si ça peut marcher, tant mieux. Si la France ne pense pas qu'il faut rapidement rebattre les cartes et essayer de recoller les morceaux... Vous pensez que la France a encore une chance? Non, je pense que la France a encore des chances, parce que jusque-là, on n'a pas encore assisté. Les éléments essentiels, aujourd'hui, c'est un peu comme la constitution du Bénin, on parle d'éléments essentiels. Les éléments essentiels qui aujourd'hui font que le Niger est encore l'allié de la France, c'est que le Niger ne nous a pas encore dit qu'on ne parle plus français dans son pays. Le Niger ne nous a pas encore dit le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Voilà, donc la France a encore une certaine possibilité de pouvoir rapidement recoller les morceaux, de dire attention, même si vous avez comme allié la Russie, ne nous faites pas cette honte-là en disant, un peu comme dans d'autres pays, désormais le français ne sera plus notre langue. Voilà. Merci. Puis très rapidement, nous allons faire un tour en RDC pour parler donc des appels à manifestation. Le président sortant, qui a été réélu à sa propre succession, Félix Tshisekedi, va prêter serment demain. Et pendant ce temps, l'opposition appelle donc à des manifestations dans le pays. Je vais commencer par vous, Collins. Voilà, c'est un éternel recommencement. Il y a des élections, il y a un vainqueur déclaré, et il y a des vaincus déclarés qui se mettent dans les rues. J'ai observé pendant un certain nombre de temps, quand on est jeune, on utilise certains prétextes idéalistes pour expliquer pourquoi il faut se battre, pourquoi il faut combattre. Mais à un moment, on a le sentiment qu'on se bat. Ceux qui se battent, ce sont les mêmes personnes. Ceux qui profitent des combats, ce sont les mêmes personnes. Je vais prendre le cas de la RDC pour dire que, voilà, si j'avais un discours à passer à la jeunesse de la RDC, je dirais, mais attention, n'allez plus dans les manifestations où ceux qui vous envoient leurs enfants en Europe. Parce que c'est comme ça un peu, c'est devenu une norme, c'est devenu un sport. On vous dit, il faut que vous ayez, que vous déversez dans les rues pour défendre vos droits, défendre tout ce qui est le patriotisme. Voilà. Mais ceux qui le disent prennent le soin de faire descendre leurs enfants dans les aéroports après qu'ils les amènent vers des endroits plus sécurisés. Il est temps que peut-être ceux qui initient ce genre de combat montrent la sincérité de leur combat, en sacrifiant tout ce qu'ils ont de plus cher, eux et leurs enfants, parce que les pauvres sacrifient tout ce qu'ils ont de plus cher, c'est leurs enfants. Donc, moi, je pense que c'est une façon d'apprécier la sincérité du discours politique. Sinon, on va habituer le reste du monde à voir cette image caricaturale d'une Afrique qui, au lendemain des élections, est une Afrique dans les rues. Ça ne nous honore pas, on est au 21e siècle, on devrait savoir tourner cette page-là. Alors, Delphin, ça brûle dans le pays, ça ne va pas, alors que nous sommes pratiquement à la veille
de la cérémonie pouvant donner droit à Félix Tshisekedi de prêter serment. Oui, vous savez, si vous ne voulez pas prendre de fiente sur votre tête, si vous êtes sous un arbre, il faut parler. Donc c'est que l'opposition parle juste parce qu'il faut dire quelque chose pour montrer que l'on est là. Mais là, ils sont passés à l'acte. Là, ça brûle déjà. Oui, parce que la pauvreté a fait qu'il y a des gens qui vont toujours répondre à leur appel parce qu'il y a des gens qui ont envie juste d'avoir 2000 pour aller payer. Ceux qu'on manipule. Pour aller payer quelque chose et il y a des gens qui veulent juste 3000 pour aller boire. Il y a des gens qui veulent. Donc, du coup, ceux-là seront toujours prêts parce que la pauvreté est dans. Ils seront toujours prêts à répondre à ces gens de. Parce que. Écoutez, ce n'est pas seulement en Afrique que ça se passe, c'est vrai que ça se passe ailleurs aussi, mais beaucoup plus en Afrique, c'est quand l'opposition gagne les élections que les élections sont bien organisées. Mais si l'opposition perd, c'est que c'est toujours mal organisé. Et c'est vrai, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement en Afrique, hein, parce que malgré que Trump a organisé les élections, il a perdu, il a trouvé que c'est fraudé, que c'est ci, que c'est ça, et donc du coup... Ça a d'ailleurs concouru à violer violemment le Capitole. Donc voilà, donc du coup c'est pour dire que oui, ce n'est pas propre à l'Afrique seule, mais pour l'Afrique, c'est pire, c'est que c'est trop. Et ça devient récurrent. C'est vraiment, vraiment. Maintenant, et ce qui me dérange moi, c'est que quand vous finissez, celui qui est élu président sera président, mais toujours est-il, comme il a dit, ceux pour qui vous battez, vous tuez, vous entretuez, sont toujours là parce que ils sont à l'abri. Prenons juste 2 cas. En Côte d'Ivoire, il y a près de 3000 morts. Mais Gbagbo est vivant. Ouattara est vivant. Blé Bouddé est vivant. Même si Guillaume Soro fait le tour de la sous-région, mais il est toujours vivant. Mais est-ce que vous avez entendu l'enfant de Gbagbo, de qui? Non, jamais. Ce sont les pauvres qui sont toujours entre eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois, ça va se faire. Au Congo, ça va se faire. Même au Bénin, ici. Le comble est que parfois même ils se retrouvent encore entre eux, ils discutent encore entre eux après qu'il y ait eu et ils sourient. Oui, je pense que... D'ailleurs, sur ce point, je voudrais inviter justement les populations à faire de même. On n'a pas prévu d'en parler. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo a, de mon point de vue, fait une très belle sortie. Pendant que les politiciens se retrouvent dans leur lieu pour discuter de l'avenir du pays, ils peuvent se retrouver autour de le pas du Congo pour eux aussi discuter de ce qui est la vie. Parce que pour moi, ça c'est l'essentiel. Il faut construire le pays et personne n'a plus aujourd'hui au XXIe siècle à donner sa vie pour le développement d'un pays. Non, donner sa vie, c'est trop important, même pour le développement d'un pays. On ne devrait pas vivre des situations qui nous contraignent à verser du sang humain parce que prétendument on veut développer un pays. Je pense que c'est totalement fini l'époque où on peut offrir sa chair à canon. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête et il faut que les jeunes, cette jeunesse africaine qu'on manipule à volo, à cause de 1000 francs, 2000 francs, on va leur prendre des produits psychotropes juste parce qu'on veut s'asseoir sur le trône. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. C'est malheureusement, comme il a dit, la pauvreté qui justifie ça. En RDC, comme il a dit, tant que l'opposition, et c'est ça dans la plupart des États africains, tant que l'opposition gagne les élections, oui, c'est bien organisé. Mais quand c'est le chef d'État, candidat à sa position, qui reprend le pouvoir, on appelle les gens à gagner les rues, ça boule des pneus, ça fait ci, ça fait ça. Après tout, c'est le Congo qui perd, hein. C'est pas d'autres pays qui perdront. Il faut rapidement resserrer les rangs autour du Congo. Déjà que demain, il a annoncé, demain samedi, là, que le chef d'État réélu prête serment. Est-ce qu'on va gagner à mettre le pays dans cette situation un peu difficile à contrôler après? Je pense que ce n'est pas bien. De toutes les façons, on va y revenir. Direction à présent le Bénin. Nous allons quitter donc la RDC pour le Bénin où nous parlerons donc de la rencontre qu'il y a eu entre les deux partis de la mouvance, l'Union progressiste, le Renouveau, et puis le bloc républicain. Alors sur ce, je vais commencer par vous, Emmanuel Parfait Niamboussou, une rencontre entre ces deux partis de la mouvance. Oui, c'est vrai, on en parle aujourd'hui parce qu'on n'était pas habitué à une telle rencontre. On n'était pas habitué à voir le président du... Bon, je désigne comme ça le président du parti Bloc républicain rencontrer le président du parti Union progressiste le Renouveau. C'est vrai, c'est deux délégations. Et je crois que cette fois-ci, c'est l'UP le Renouveau qui allait rencontrer le bureau, alors tout ce qui est... la délégation du Bloc républicain, pour, soit dit en passant, parler un peu des questions, resserrer les liens autour du leader Patrice Talon et tout. Pour ma part, ils sont les seuls acteurs politiques
à savoir pourquoi cette rencontre était nécessaire. Déjà qu'on nous annonce une série de concertations avec les différents blocs qui soutiennent le chef de l'État, y compris ceux qui ne le soutiennent pas. Si cette rencontre peut parvenir à colmater les brèches, à essayer de nettoyer ce qui peut encore l'être, parce que n'oubliez pas justement, je ne comprends pas moi à mon niveau, que alors qu'on dit soutenir le même leader, qu'on soit là à débaucher des gens de tel parti pour l'autre parti, qu'on soit là à travailler à ce que tel parti tombe, qu'on soit là à travailler à ce que ça ne va pas. J'ai à la fin comme l'impression que c'est une entente de façade qu'on essaie de. Est-ce que c'est pas peut-être pour finir pour en finir avec tout ça que c'est pas évident. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les militants de ces deux partis politiques soient dans la même ligne d'analyse que le leader. Ou alors on affiche un peu ce soutien-là, cette concertation de façade pour dire nous sommes les mêmes alors qu'en dessous il se passe des choses pas possibles. Collins? J'avais déjà pour ma part déploré dans la réforme du système partisan en général le fait de n'avoir pas particulièrement insisté sur des idéologies. Insister sur des idéologies, c'est peut-être quand on parle du bloc républicain, qu'on sache sur des questions écologiques où est-ce qu'elles se situent, qu'on sache sur des questions économiques où est-ce qu'elles se situent. Est-ce qu'elle est par exemple pour plus d'impôts chez les riches? Est-ce qu'elle est par exemple pour moins d'impôts sur le salaire des pauvres? Il y a des grandes questions autour desquelles on aurait dû construire des partis politiques, de mon point de vue, pour que ce soit des partis idéologiques. Je pense que ça peut être la prochaine étape de ce qu'on appelait la réforme du système partisan, parce que ce qui se joue aujourd'hui à travers ce genre de rencontres, de mon point de vue, c'est aussi justement la survie du système partisan. C'est de montrer que voilà, tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui peut survivre, peut vivre pendant longtemps, c'est-à-dire très concrètement qu'on peut continuer à avoir une vie politique animée par un très petit nombre de partis politiques de façon à avoir une plus belle visibilité de l'action et de l'animation de la vie politique. Et donc je viens à la conclusion que les rencontres comme celle entre le Bloc républicain et l'UP, le Renouveau, devraient être des rencontres pour renforcer l'opinion publique dans l'idée qu'on peut faire de la politique à travers des idées que les populations connaissent, à travers, je veux dire, les préoccupations que les populations connaissent. Je souhaite, en tant que citoyen, quand je vois deux blocs de cette nature se rencontrer, qu'à la fin, quand on me donne le rendu de ce qu'ils ont dit, qu'on sente que le citoyen a été au cœur de leurs échanges, bien que ce soit des rencontres politiques. Il faut tout le temps que le citoyen soit au cœur de leurs échanges, parce que, pour finir, quoi qu'on dise aujourd'hui, à l'heure actuelle, au niveau actuel, le citoyen ne regarde que le panier de la ménagère. Et ça devrait être pris en compte dans toute rencontre politique. Alors, Delphin Ngagana, cette rencontre, pourquoi finalement? Oui, la rencontre UP Le Renouveau et BS, je parle pour la première fois, ça fait déjà 2 ou 3 fois. Ils se sont déjà rencontrés, je crois, 2 ou 3 fois. Une première fois quand il y avait une crise dans une mairie ou dans, je sais pas, où il y a les conseillers du BR et de l'UP qui ne s'entendaient pas, donc ils ont, je crois que c'est après ça qu'ils ont décidé de se rencontrer périodiquement, histoire de faire un état des lieux de leur collaboration avec le chef de l'État. Donc ça, oui, ce n'est pas une première fois, mais il y a trop de rencontres actuellement. Il y a beaucoup de rencontres et c'est ça qui devrait nous interpeller, parce que oui, à part la rencontre UP et le Renouveau BR, il y avait d'abord une rencontre, on a dit Caucus qui allait rencontrer le chef de l'État pour présenter, oui, mais que le chef de l'État lui-même, selon les informations que j'ai lues aujourd'hui, je m'en tiens à ça, donc j'estime que c'est officiel que le chef de l'État devrait rencontrer les démocrates le lundi prochain certainement, pour échanger sur certains sujets et après ça rencontrer aussi les autres. C'est vrai que oui, ce que Herman a dit tout à l'heure, oui, un homme peut avoir 2 femmes, peut avoir 3 femmes, mais ne veut pas dire que l'autre femme ne peut pas lui donner totalement satisfaction, mais pourtant a encore une deuxième femme, histoire d'accélérer ou bien d'une mise en commun des choses. Donc du coup, avoir 2 blocs qui soutiennent le même individu, ce n'est pas encore une mauvaise chose en soi. Mais ceci dit,
ce sont les rencontres. Donc, j'ai jamais dit que c'est mauvais. J'ai jamais dit que c'est mauvais. Non, c'est une parenthèse, c'est juste pour dire. J'ai plutôt juste dit que on peut, si vous êtes de bloc sur les actions d'un leader politique, en temps normal, il ne doit pas avoir des jeux de jambes. Il ne doit pas avoir la preuve, vous l'avez dit tantôt, Delphin, que c'est parce qu'ils ont constaté une crise naissante au niveau du choix de quelqu'un que les deux partis ont dû se mettre ensemble pour pouvoir dire désormais on se rencontre périodiquement. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la preuve, à part le BR et puis l'UP, il y a aussi le Rassemblement national, il y a aussi d'autres partis. Renaissance nationale, pardon, et puis d'autres partis qui soutiennent le chef de l'État et puis le Bénin, oui, je prouve le besoin d'insister sur ce que j'ai dit en faisant un peu, voilà, comme toi dans une petite métaphore. Vous voyez, on a comme une maison nationale. À un moment, on voit des gens qui rentrent, qui reviennent à cette concertation. Les enfants de la maison se posent des questions. C'est pourquoi je disais, il y a eu cette rencontre, c'est presque une interpellation, presque des doléances. Il faudrait qu'à la sortie de ces rencontres, qu'on donne le sentiment que pendant ces rencontres-là, il a été besoin des préoccupations aussi des populations. Parce que si on ne le fait pas, on va donner l'impression, avec ces allées et venues, qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui est tendance qui est anxiogène. Je pense que ces rencontres-là, si elles continuent d'être gardées dans les 4 murs, le contenu, ça va créer comme une certaine anxiété nationale, d'où l'urgence, j'interpelle, d'où j'insiste, d'où l'urgence, la nécessité à la sortie de ces rencontres qui vont se multiplier, de dire, écoutez, on a aussi parlé de quelques mesures sociales, on a parlé des impôts, on a parlé des populations. D'accord. Donc, j'avais pas fini. Allez-y. J'avais pas fini. Et ce que Konos dit, c'est ce que nous déplorons depuis toujours. C'est la non-communication. Parce qu'on fait, mais ceux pour qui vous faites ne le savent pas. Donc, c'est comme si vous ne faites rien. Parce que si vous rencontrez, dites de quoi vous avez parlé. Et puis, nous, on verra qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce que vous vous êtes dit, mais ça ne se fait pas. Donc la non-communication, peut-être au niveau supérieur, se trouve encore au niveau... non, il y a quand même ce communiqué conjoint signé des deux partis, des deux partis à l'issue de la rencontre. Et en fait, l'élément que Colis a ressorti, c'est un élément essentiel parce que nulle part dans le communiqué, il n'a été dit, nous sommes penchés sur des questions qui touchent un peu à la vie des populations. On a parlé de resserrement des liens, on a dit, je crois, il y a un autre aspect. Bon, je pense que c'est un peu un truc... entre-soi, un entre-soi. Voilà, un entre-soi qui... Voilà, et si c'est ça, puisque ce n'est pas à chaque fois quand il y a rencontre qu'il faut parler, qu'il faut traiter de tous les sujets. Donc le sujet préoccupant, si c'est seulement le sujet qui préoccupe, c'est seulement resserrer les liens. Donc ça ne peut que... Alors merci. Ok, non, allez-y. Merci à chacun de vous. Nous sommes limités aussi dans le temps. Nous irons très rapidement. Toujours au Bénin, nous allons rester toujours au Bénin. Nous allons parler donc de la députée Viviane Oro-Tamba qui diffère donc des révélations à la suite de la rencontre des femmes parlementaires. Je commence par vous. Oui, des révélations. Je ne sais pas si elle a déjà fait ces révélations, sinon si c'est ce que l'on entend, qu'on aurait parlé de révision de la Constitution, qu'on veut leur donner 2 ans de plus à d'autres et que ça, si c'est de ça, si c'était ce genre de révélations, oui, ce sont des révélations, parce que ce sont des choses qu'on ne nous avait pas officiellement annoncées et que c'est suite à leur rencontre qu'ils ont fait sortir. Est-ce que c'est réellement de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est réellement de ça qu'ils ont parlé ou c'est seulement rien que de ça qu'ils ont parlé? Mais la seule chose, c'est pour ça que je dis, ce sont c'est la multiplicité ou la multiplication des rencontres qui, moi, me préoccupe à la date d'aujourd'hui parce que le sujet qu'on évoque, le sujet... Pourquoi toutes ces sorties? Parce que c'est vrai qu'il y avait un recours où la Cour a vidé le dossier pour dire il faut aller faire la relecture, la révision du code électoral. Est-ce que c'est seulement et rien que pour le code électoral, sa révision, c'est de ça qu'il s'agit ou si c'est d'autres choses? Si c'est seulement de la révision du code... Vous soupçonnez autre chose? Oui. Comme quoi? Bon, si les gens disent qu'on veut leur donner 2 ans, c'est parce qu'on l'a évoqué quelque part, parce que ceux qui le disent ne sont pas des gens de la rue. Je ne veux pas... Monsieur Gangara, vous soupçonnez autre chose? Mais la révision de la Constitution. Ok, d'accord. Parce qu'un député l'a dit, je crois, à Doubo, qu'on veut leur donner 2 ans. Est-ce qu'eux, ils ont demandé 2 ans? Un ancien président de la République a dit qu'il n'autorise pas qu'on revise la Constitution. Donc ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est seulement dans leur tête que ça marche ou c'est vraiment que l'idée j'aime de quelque part et que les gens sont en train de traiter? Si c'est ça, il faut que cela soit dit officiellement, qu'on le sache pour dire ok, que c'est un échec ou c'est une réussite, parce une fille qui a fait 30 ans de virginité et qu'on l'a déviagée et que 5 ans après,
Je m'en arrête. Eman Papiadia-Boussou. Non, je pense que cette révélation, cette supposée révélation de l'honorable Viviane Ouattara tombe désormais ça tombe dans l'ordinaire, parce que justement Patrice Talon va rencontrer lundi prochain les députés démocrates et les députés des autres camps qui le soutiennent aussi. Donc, je pense que ce qu'elle dit être révélation ne le sera plus, parce que sans doute Patrice Talon va évoquer ces questions avec la classe politique désormais ouverte voilà, parce qu'elle a peut-être pensé que la rencontre avec le caucus des femmes parlementaires allait s'arrêter là. Et donc, Patrice Talon est en train de prendre le compte-pied aujourd'hui en disant ce que j'ai pu dire avec vous, je le fais désormais avec tous les acteurs politiques qui seront impliqués dans la révision de la Constitution. Et étant donné que cette révision, est-ce que c'est la Constitution sous ses codes électoraux? Parce que oui, il y a des données qui ne sont pas concordantes quand on prend le code électoral et quand on prend la Constitution. Est-ce que ça va demander qu'on retoilette la Constitution? Est-ce que ça va demander qu'on nettoie juste le code électoral pour le rendre conforme à la Constitution? Le débat, on ne le sait pas encore trop. Toujours est-il qu'il y a des éléments essentiels sur lesquels il faut revenir. Si désormais, j'entends parler des critères d'âge, 35 ans, 70 ans et tout, si le but c'est d'aller à une refonte profonde de la Constitution, mais allons-y, le débat se fera. Le débat se fera et donc voilà, on attend de voir ce qui va sortir de ces différentes constatations. Alors, Collins? Oui, j'ai envie d'assumer un peu une forme de spéculation. On parlait tout tantôt d'Emmanuel Macron, qui a 3 ans de la fin de son mandat et qui, selon nous, réfléchit à la manière de laisser une empreinte. Je veux croire, moi qui ne suis pas dans le secret de ces rencontres, que le président Patrice Talon est dans la même dynamique. Il rencontre les forces vives de la nation. Je veux croire qu'à l'issue de cette concertation-là, il en sortira par exemple un gouvernement, je ne vais pas forcément appeler cela un gouvernement d'union nationale, mais quand on discute avec les populations, on sent, même quand on regarde les ministres, qu'il y a une forme de lassitude, qu'il y a un besoin de revitaliser cette équipe gouvernementale. Et le faire, ce serait donner un signal assez fort aux populations. Les 2 dernières années qui restent, ce ne seront pas les années au cours desquelles les acteurs politiques vont passer le temps à sortir, comme on dit, la nuit des longs couteaux. Ce seront 2 années au cours desquelles j'ai constitué une équipe gouvernementale forte pour continuer à s'occuper des préoccupations des populations. Parce que si on ne le fait pas, de 2 choses l'une de mon point de vue, soit on passera 2 années à faire de la guéguerre politique, 2 années à mettre entre parenthèses les préoccupations des populations, soit deuxième option, on passera 2 années à marquer de son empreinte, 2 années au cours desquelles le président dit, une fois que ces 2 années seront finies, on saura que, pour parler comme Ivoirien, garçon est passé ici et on ira le porter en triomphe. C'est ce que je pense. Merci à chacun de vous, merci à tous pour vos participations. Donc, pour cette émission Info Show tout de suite, c'est la chronique et je vous retrouve juste après ceci. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs et surtout chers compatriotes béninois, on n'a qu'à profiter de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2024, qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire sans nous, pour se dire nos 4 vérités sur ce que nous voulons vraiment. Souvenez-vous, vous avez été nombreux ici à dire « Oh, le football, c'est pas notre chose ». Ou encore, il faut arrêter d'investir dans le football et mettre cet argent dans les autres sports. Certains parmi nous sont allés même jusqu'à dire qu'il fallait nous-mêmes suspendre nos guépards des compétitions internationales afin d'éviter les risques d'AVC, afin d'éviter la honte. Aujourd'hui, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'entends? C'est encore nous, les mêmes, qui sommes tristes parce que nos guépards ne sont pas présents à la grande fête continentale du football qui se déroule actuellement au pays des éléphants. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieuse? C'est parce que vous ne pouvez pas utiliser le prétexte de la CAN pour aller vous balader à Abidjan avec vos tchisa ou mari des gens que vous êtes triste? Ou c'est vraiment par amour pour le football et pour les guépards? Les Brésiliennes sont venues jusqu'ici à Ouida, ça ne vous a pas suffi. Maintenant, ce sont les jolies Capverdiennes que vous voulez aller rencontrer dans les stades de la CAN. Ah, si c'est ça, vous avez menti.
Vous ne pouvez pas détester les guépards et être en même temps nostalgique des plaisirs collatéraux d'une éventuelle qualification de ces mêmes guépards. Chers compatriotes, on n'a qu'à se dire toutes les vérités. Vous n'aimez pas les guépards, vous n'aimez pas le football. Vous n'êtes que des jouisseurs occasionnels des moments de victoire de nos guépards. Des profiteurs ingrats, prêts à tourner le dos dès qu'il y a une défaite et vous n'en avez même pas honte. Mais passons. Mes chers compatriotes, vous oubliez que le football n'est plus un sport qui se joue 11 contre 11. Aujourd'hui, le football se joue 12 contre 12. Mais vous, 12e homme, cher public, vous êtes où quand les 11 guépards sur le terrain ont besoin de votre soutien? Vous êtes où? Disons-nous la vérité. Vous êtes où? Les autres vont au stade, paient leur billet d'entrée et encouragent leur équipe. Vous allez au stade quand l'entrée est gratuite. Vous êtes prompte à crier sur vos propres joueurs et à les insulter quand ils sont malmenés sur le terrain et ont besoin de votre soutien. Un de nos artistes chouchous très célèbre sur les réseaux sociaux a même écrit que désormais, il faut aller regarder le match des guépards avec des lance-pierres. Vous me voyez ça? Et quelle tristesse de lire de telles âneries. La bêtise au sommet de son art. Et s'ils s'en trouvent pour applaudir ce malheureux dérapage. Voilà l'état des lieux. Nous ne savons pas être dignes dans la défaite. Et c'est nous qui voulons la victoire. Après, c'est pour dire que vous êtes triste parce que la CAN 2024 se déroule en Côte d'Ivoire sans nos guépards. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, le football se joue désormais à 12. Si vous n'apprenez pas très vite à jouer efficacement, votre rôle de 12e homme, c'est ensemble qu'on va rester à la maison pour regarder la prochaine CAN qui aura lieu dès l'année prochaine au Maroc. En un mot comme en 10, mon message de ce jour est très clair. Cher public, cher 12e homme, si vous voulez participer à la prochaine CAN, la balle est dans votre camp. Merci donc à la consoeur pour cette très belle présentation de la chronique. Je vais commencer par vous, Colès. Pour dire quoi, elle a déjà tout dit. Je m'étonne que ce propos lance-pierre prononcé, en fait, publié sur la toile par un artiste assez connu, n'ait pas suscité quelques vagues d'indignation. Au contraire, on a même comme l'impression qu'il est soutenu dans cette démarche de refaire revenir le hooliganisme dans le football. Voilà, comme elle dit, on donne l'impression de n'aimer que la victoire. On donne l'impression qu'on ne supporte pas la défaite. Or, le sport, il est fait de victoires et de défaites. Et on a tendance à dire, celui qui ne sait pas supporter la défaite ne mérite pas la victoire. Et j'ai eu envie de finir en disant, il y en a même qui vont parfois très loin en comparant le football à d'autres sports et autres. Je le dis ici aussi au Bénin, le football est le sport qui nourrit le mieux les populations. Il n'y a pas un sport autre que le football dans lequel on a autant de licenciés à l'extérieur qui font venir de l'argent au pays. Il n'y a qu'à regarder le football féminin depuis quelques années où il est en pleine réforme. Il a déjà envoyé tellement de nos jeunes filles à l'étranger. Donc il ne faut pas regarder simplement les scores qu'on a ici au stade de Kounou sans le public pour penser que le football ne se développe pas. De mon point de vue, on obtient des résultats, on obtient de plus en plus de professionnels. Et si les gens apprennent à aller au stade, on aura des résultats et on ne va pas passer le temps à regarder la CAN derrière notre téléviseur à la maison. Delphin? Oui, la CAN, c'est une rencontre de plusieurs pays qui permet de vivre beaucoup de choses et qui fait vivre tout le monde et qui passionne même celles qui aiment regarder feuilleton, parfois s'accrochent à ça parce que c'est l'Afrique, donc du coup, et puis quand on joue, il n'y a plus l'opposition, il n'y a plus la mouvance, c'est tout le monde. Il avait dit tout à l'heure dans un de ses développements, le Congo
joue, mais c'est tout le Congo qui joue sur le terrain. C'est tout le Congo qui vibre. Le Mali, malgré la guerre et tout, c'est le Mali tout entier. Donc du coup, oui. Mais l'autre chose est que oui, j'ai juste un pincement au cœur parce que les pays en guerre se trouvent être là-bas, mais que les pays qui ne sont pas en guerre ne sont pas arrivés à se faire qualifier. Donc du coup, oui. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à la CAN, il y a plus de petites équipes et que parfois, quand je regarde le match, je dis, mais est-ce que si vraiment l'équipe y était, est-ce que... donc en réalité, c'était une chance même pour les départs. Parfois, oui, donc c'est ça, je veux dire. Parfois, le malheur peut être aussi une opportunité, histoire de ne pas verser sa figure. C'est une parenthèse, je ne dis pas que... Oui, ne pas boire la honte, ne pas boire le verre jusqu'à la lit. C'est vrai que, oui, quand on voit aujourd'hui les prestations des équipes, on a quand même une certaine fierté, une certaine assurance, parce que quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, la Ligue professionnelle de football, qui a d'ailleurs fini sa première, qui est déjà terminée avec ses journées, et la Super League qui va commencer très prochainement. Je pense que ça montre quand même qu'il y a une certaine volonté, une volonté politique, une volonté affichée par la population d'avoir désormais une équipe de football au Bénin. Et déjà, il a rappelé les équipes, les différentes prestations de nos équipes des Amazones du Bénin, tout, qui aujourd'hui ont beaucoup de filles, de nos filles qui sont à l'extérieur, qui jouent, qui au Maroc, qui en France, qui... Vous les avez beaucoup suivis. Oui, tout à fait. Et donc ça donne quand même une certaine fierté. Aujourd'hui, je pense que ce qui a lieu de faire, vous avez sur le match d'hier entre le Cameroun et le Nigeria, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire-Nigeria. Oui, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le dernier défenseur, il fait la passe à son gardien, mais il s'assure que le gardien a pris le ballon avant de prendre du recul. Non, et je pense que c'est des éléments essentiels tactiquement qu'il faut apprendre à nos joueurs. Quand on a fait la passe, quand on est dernier défenseur, quand on a fait la passe à son gardien de but, on ne se lance pas pour laisser l'adversaire venir ses éléments. Je pense que c'est des éléments essentiels sur lesquels il faut revenir. Pour ma part, la compétition, et d'ailleurs on n'a jamais vu une équipe nationale ethnique. Il n'y a pas une équipe de Côte d'Ivoire constituée de BT seulement. Non, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange. Je pense que ça contribue au brassage un peu. Et puis, c'est un beau moment de football. Les Capverdiennes qui sont en Côte d'Ivoire, un peu comme les Brésiliens étaient à Ouida. Les Brésiliens à Ouida. Et voilà. Oui, on comprend la frustration des personnes qui ne peuvent pas aller à Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Alors, merci à chacun, merci à tous. Même si Colin s'est revenu de Ouida, nous le remercions également. Il est finalement revenu de Ouida. Il est finalement revenu de Ouida. Je ne pourrais pas me perdre dans les Voodoo Days. Heureusement qu'on l'a vu encore sain et sauf. Merci. Alors, mesdames et messieurs, à présent, Antoine la régie, haut et court. Nous allons à présent brandir les cartons. Les cartons, ils sont déjà là avec moi. Qui on doit féliciter, à qui on doit dire attention, c'est tout de suite. Et je commence par vous, Delphine Gagara. Merci. Je donne un carton rouge à toute l'opposition, et l'opposition pas seulement nationale, mais l'opposition internationale, ça veut dire dans tous les pays, l'opposition qui appelle, qui envoie les jeunes dans la rue pour se faire tuer, ou l'opposition qui n'est là que pour crier et que pour dire ils défendent un peuple, mais aucun peuple, c'est leur intérêt qu'ils défendent, que ça cesse, que désormais, que nos jeunes travaillent, se battent pour vraiment vivre heureux. Carton rouge à toute l'opposition. Et bien, pour le moment, c'est l'opposition congolaise qui me préoccupe. Il faut cesser parce que nous voulons la paix en Afrique. Carton rouge à l'opposition congolaise. Carton jaune aux autorités nigériennes pour dire oui, donnez de l'espoir aux jeunes. Ne faites pas juste des rencontres, ne faites pas juste des tête-à-tête pour qu'on retombe encore dans le même travers. Que la prise de conscience soit vraiment une prise de conscience totale et que demain, que nous sourions au lieu que cela soit encore des pleurs, que cela soit encore les mêmes jérémiades. Donc du coup, faites tout pour que ce que vous voulez faire soit meilleur pour l'Afrique. Carton blanc, vous allez m'excuser pour une première fois, c'est un débat qu'on a passé, un sujet qu'on n'a pas évoqué sur le plateau, mais vous allez m'excuser que je l'évoque. Carton blanc à un homme qui a fait son temps, qui a marqué son temps, qui a rempli sa mission, une mission pleine et satisfaisante. C'est Jérôme Carlos qui a tiré sa révérence. Ouais.
on ne peut pas ne pas penser à un homme comme ça. C'est vrai, personne ne fait l'unanimité. Parce que le monde est basé sur une dualité terrible. Il ne peut pas avoir le bon sans le mauvais. C'est sûr qu'il y aura des choses à lui reprocher. Vous ne pouvez pas faire que de bonnes choses. Mais quand le bon est beaucoup, il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Parce que son départ, même sa chronique de jeudi a été déjà montée avant son départ. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est parti l'âme à la main. Et donc, on ne peut pas ne pas penser à lui si on se trouve devant un micro juste après son départ. Carton blanc à cet homme qui mérite l'attention de tous. Je donne, moi, un carton rouge à cette jeunesse qui se laisse instrumentaliser, à cette jeunesse de tout pays, à cette jeunesse qui, au lieu d'aller chercher de l'emploi, à cette jeunesse qui, au lieu de demander aux acteurs politiques qu'est-ce que vous nous donnez en termes d'emploi, en termes de projection dans 5-10 ans, cette jeunesse qui se laisse instrumentaliser, qui se laisse malmener, qui doit gagner les rues, qui doit faire brûler des pneus, qui doit se faire tuer. Hein? Je donne carton rouge à cette jeunesse-là et je dis la société africaine doit se reprendre au sérieux pour que des parents, parce que nul ne vient d'un arbre, pour que les parents qui laissent ces enfants-là aller dans les rues puissent désormais leur dire attention, ne vous battez pas pour ces hommes politiques-là parce qu'après, comme l'a dit Collins, leurs enfants ne sont jamais présents à vos côtés. Vous ne savez même pas faire. Aujourd'hui, Karim Wade, il est candidat au Sénégal. Son père a déjà été président, lui aussi veut être président de la République. Donc, généralement, vous vous battez et c'est leurs fils qui viennent après pour être succédés à leur père. Carton jaune à la députée Orutama. Viviane. Parce que ce qu'elle croyait, quand on m'a dit révélation, moi je m'attendais à ce qu'elle dise oui, quand nous sommes partis, on nous a donné de l'argent dans des sacs de jute et puis on a refusé tout. Si ce n'est que parler de la Constitution, de la Constitution, le sujet est déjà sur la place publique. On attend plutôt qu'on nous dise concrètement ce qu'on veut réviser dedans. Est-ce que c'est possible? Le débat se fera. Si vice-versa, IFA Télévision, on fera le débat. On va donner une position, on va appeler des acteurs politiques, des acteurs qui sont vraiment des sachants, des experts, pour venir nous dire exactement si cette révision était opportune, on avisera. Donc pour le moment, pour moi, en termes de révélation, ça n'est pas une. Carton blanc, je donne carton blanc, vous m'excusez, carton blanc c'est vrai, à Jérôme Carlos, bon, malheureusement c'est au Bénin, c'est à titre posthume qu'on reconnaît souvent nos talents. Il y a eu, comment dit-on, Ganako Eloge qui a aussi passé la main gauche. Personne ne l'a. Il est pas, si ce n'est pas le soutien de la presse. Je pense qu'il faut qu'on évite désormais de célébrer les gens à titre posthume. Il vaut mieux les célébrer de leur vivant. Donc, je soutiens le carton blanc de Delphin, mais je donne le carton blanc au président français qui a su quand même, dans un échange franc avec ses compatriotes français, leur dire ce qu'ils peuvent attendre de lui pour les années les années à venir. Voilà. Merci. Moi, je vais commencer mon carton rouge par quelque chose qui a été souligné dans la chronique et qui ne peut pas passer inaperçu ici. C'est un artiste de renommée que je ne citerai pas, qui fait une publication sur les réseaux sociaux pour insinuer qu'il faut aller regarder les prochains matchs des Guépards avec des lance-pierres. Ce n'est pas seulement un appel à la violence, mais c'est un acte d'une rare inconséquence, d'une rare irresponsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la CAN se déroule en Côte d'Ivoire et tout le monde se surprend fan de football. J'ai envie de demander uniquement à cet artiste, c'est quand la dernière fois on t'a vu dans un stade soutenir les Guépards? Comme la chroniqueuse le rappelait, les footballeurs n'ont pas besoin de ce genre, ils ont besoin des spectateurs qui sont là pour être le 12e homme. Ouais. Et il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui viennent des familles. On ne peut pas, parce que les gens sont en train de mouiller le maillot pour la nation tenir de propos d'une telle gravité. Moi, j'étais choqué par de tels propos et je voudrais donner carton rouge et inviter plutôt des artistes à avoir un sursaut d'orgueil, à se mobiliser pour être visibles lors du prochain match des écureuils et ils verront que... Des Guépards, excusez-moi. Et ils verront comment on mouille le maillot parce que, soit dit en passant rapidement, s'il y a quelque chose qui est très marquant au cours de cette CAN, c'est que le talent ne compte presque plus. C'est la volonté de servir le pays, c'est la volonté de mouiller le maillot. Exactement. On ne voit plus vraiment un déséquilibre. Et donc, voilà, il faudrait, pour mouiller le maillot, on mouille le maillot quand on sent un 12e homme autour de lui. Je crois que nos Guépards, nos Amazones ont besoin d'une seule chose, le 12e homme. Donc, carton rouge à celui qui ne pense pas ainsi.
Maintenant, je voudrais donner mon carton jaune. Brandissez-le. L'inverse, plutôt à voilà, l'opposition africaine en général et celle de la RDC en particulier. Encore pour rester sur le registre de football, ce que j'attendais de cette opposition, c'est qu'elle mobilise la jeunesse pour être toute unie comme un seul homme derrière les léopards qui sont en train de se battre pour le pays là-bas en Côte d'Ivoire, plutôt que de vouloir que la jeunesse se mobilise pour elle, ses intérêts partisans, intérêts égoïstes, tels qu'on est en train de voir. Et donc, je veux dire, carton rouge à une opposition africaine, carton jaune à une opposition africaine qui nous a trop longtemps habitués à penser que la jeunesse était la chair à canon par laquelle il fallait qu'elle passe pour résoudre ses propres problèmes personnels. Maintenant, oui, Emmanuel Bolo dit, mais vraiment, je veux rester sur la même longueur que Delphin pour dire que Jérôme Carlos, oui, c'était un baobab. Malheureusement, ce sera toujours ainsi, ce sera difficile de célébrer des hommes de leur vivant. La mort est une chose avec laquelle il faut s'habituer à vivre. On passera tous par là. Et donc, c'est toujours bien quand un baobab de cette nature tombe, que derrière, il y a comme une unanimité derrière les hommages qui sont faits à Jérôme Carlos. Je crois que c'était un professionnel voilà, d'une trempe au-dessus de la classe. Il mérite que toute la nation entière lui reconnaisse l'homme qu'il a été et, comme je l'ai dit quelque part, que l'on chérisse l'héritage qu'il nous a laissé. Carton blanc. Merci, merci à chacun de vous. Merci à vous Delphin Gagana. Merci également à vous Eman Pafer Niambossou. Merci à vous Colin Sian. Nous disons également eh bien, merci aux téléspectateurs. Nous présentons également nos condoléances à la famille éplorée, que l'âme donc du doyen repose en paix. C'est la fin donc de votre émission Vice Versa que vous avez eu le plaisir de suivre sur IFA Télévision. Merci à chacun et à tous et à très vite.